Pourront continuer. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous accueillir pour ce 5e épisode de manipulation psychologique, ingénierie sociale à la psychologie. N'est-ce pas le point essentiel pour comprendre ce qui se passe dans nos sociétés, à la fois la manière dont les gens réagissent, mais la manière dont le système met en place des outils pour justement créer ces réactions. J'ai le plaisir d'accueillir Yann Charrier, psychologue d'organisation des systèmes, pour ce 5e épisode. Et c'est un épisode important, Yann. Bonjour Alexandre, oui tout à fait, parce qu'on essaye de conclure cette mini-série. Et c'est très bien. Et de nouveau, un excellent livre derrière toi, Ah oui, qui super. épluche la démocratie, que j'ai lu aussi. Je suis en cours de lecture de ce livre, qui est excellent parce qu'on y voit que la démocratie n'est pas du tout une volonté des peurs fondateurs de ceux qui se disent Mm. démocrates, mais au contraire, ont toujours cherché à tout prix à éviter à ce que le peuple, la population, les gens, les citoyens, on les appellera de manière différente, participent à la vie collective et aux décisions de la cité, et justement à la police, la cité, la vie politique. Justement, la République, n'est-ce pas le nœud du problème, Yann? On pourrait se Pour poser amis la question. français, ou ici, le système qu'on dit démocratique de manière générale. Alors, moi, la question que je pose, c'est si nous, en France, habitons dans une république française, c'est le nom, pourquoi est-ce qu'on dit tout le temps que c'est une démocratie alors qu'en fait c'est une république? Est-ce que c'est vraiment la même chose? Si c'est la même chose, pourquoi est-ce qu'il y a deux mots différents? Voilà. Et je pense qu'avec ce petit exposé, on va comprendre petit à petit que c'est vraiment, vraiment pas la même chose. Curieux, curieux. En tout cas, pour ceux qui doutaient, on espère les convaincre que ce n'est pas du tout la même chose. Commençons, Yann. Eh bien, allons-y. Alors voilà, la question que je pose dans ce dernier exposé, c'est la République, est-ce que ce ne serait pas en fait simplement un gros outil d'ingénierie sociale? Et oui, on a parlé la dernière fois d'ingénierie sociale. Qu'est-ce que ça pouvait être? À quoi ça pouvait ressembler? On avait parlé par exemple de l'éducation nationale en tant qu'outil d'ingénierie sociale. Et la République alors? Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça serait la Alors, maison mère, quoi. la maison mère. Alors, la dernière fois, on a parlé un petit peu des dominants et des dominés, hein. En psychologie sociale, le rapport dominant-dominé influe énormément sur les rapports entre les humains. C'est-à-dire que les castes de dominants vont avoir des représentations sociales des dominés qui sont particulières. Par exemple, ce sont des inutiles, comme on l'avait vu avec ce cher Yuval Harari, l'auteur d'un certain livre qui est très connu en ce moment. Mhm. Et inversement, les dominés ont tendance à voir les dominants comme peut-être plus intelligents, mieux organisés qu'ils ne le sont en réalité. Donc les rapports entre les groupes vont être largement affectés par la variable de domination. Et les effets de la domination sociale vont être multiples. Ok. Alors, on va parler surtout de la République. Et pour parler de la République, on va essayer de revenir un peu au début. Alors, je parle surtout de la République française. Bien sûr, tout ce qui va être évoqué existe en France, dans beaucoup de pays dans le monde, mais pas en Belgique. On est d'accord. Ouais. Donc, pendant la Révolution française, euh, Ouais. pendant la Révolution française, les nouvelles élites, donc les bourgeois qui vont mener cette révolution de 1789, sont pour la République et contre la démocratie en général. Ce sont des généralités. Et c'est là qu'on va commencer à comprendre que la République et la démocratie, ça ne veut pas dire la même chose, ce sont des mots différents qui ont des origines différentes. La res publica, c'est un mot d'origine latine, c'est une origine qui est romaine, la République romaine, alors que le démos kraté, la démocratie, c'est le pouvoir au peuple, c'est une origine qui est grecque. Et on va aller chercher dans ce livre de Francis Dupuy-Déry, Démocratie, histoire politique d'un mot, la véritable origine du mot démocratie, bref, l'origine moderne. On va voir que ça arrive au cours du 19e siècle. Donc, en 1789, les élites sont contre la démocratie, pas de problème, puisqu'on a instauré le suffrage censitaire. Le suffrage censitaire, qu'est-ce que c'est? Il faut payer pour pouvoir voter, et donc ce sont des riches qui votent pour des riches. Mais
Après, ce qui va se passer, c'est qu'on a en 1848, on a un nouveau problème, c'est le problème du suffrage universel. Tout le monde peut voter, même les pauvres. Donc, comment faire pour que les pauvres votent pour les riches? Comment faire pour que les dominés votent pour les dominants? Ça, c'est le gros problème. Et c'est comme ça qu'on va inventer un nouveau concept, qui est le concept de la démocratie indirecte. Alors Qui est ça, déjà un oxymore, hein. oui, oui, tout à fait, c'est de la pensée magique. Ce sont deux mots qui, mis bout à bout, ne veulent rien dire. Si tu as du pouvoir, si tu es le démos, le peuple, et que tu as du pouvoir, le kraté, tu l'as dans ta main. Tu ne l'as pas dans la main de quelqu'un d'autre. Donc, pour expliciter tout ça, je vous propose une vidéo de Francis Dupuy-Déry, donc l'auteur de cet ouvrage Démocratie, histoire politique d'un mot, qui va nous expliquer les origines du mot démocratie et de la République en France, aux États-Unis et en Angleterre. Accrochez-vous Voilà. ceux qui y croient encore. Donc, nos fameux pères fondateurs, ils ne disent jamais qu'ils sont en train de fonder une démocratie. Ils ne disent jamais qu'ils sont démocrates. En fait, ils se font accuser d'être démocrates par les monarchistes pour les discréditer. Et ils répliquent aux monarchistes, ils disent non, non, nous ne sommes pas démocrates. En fait, rapidement, ils vont commencer à dire nous sommes républicains. Et ils vont dire les démocrates, en fait, c'est eux. Et eux, c'est qui? C'est, dans le cas de la Révolution française, par exemple, ceux qu'on va appeler les enragés, donc des mouvements populaires qui sont dans la grande turbulence de la Révolution, mais qui ont des revendications beaucoup plus radicales que l'Assemblée nationale, en termes économiques, par exemple, en termes de participation directe de la population. Ils veulent que le pouvoir reste dans ce qu'ils appelaient les sections, c'est-à-dire les assemblées de quartier, par exemple. Euh, et donc ça, c'est du côté de la France. Et du côté des États-Unis, qui sont en fait encore à ce moment-là les colonies britanniques, on a le même scénario. On a des pères fondateurs qui sont antidémocrates et qui disent les démocrates, c'est les mouvements populaires turbulents, incontrôlables, et nous, on est respectable, on est raisonnable, on veut simplement une république. Et il y a une autre raison pourquoi ils disent cela, c'est que dans le cas de la France, mais dans le cas des colonies britanniques aussi, la plupart des fameux pères fondateurs, ils font partie des élites intellectuels ou politiques ou économiques, ou si c'est pas eux, c'est leurs frères ou leurs cousins ou leurs voisins. C'est souvent des juristes. Et ils sont souvent déjà membres d'institutions comme les États généraux, mais évidemment, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été convoqués, mais les États généraux. Donc il y a déjà cette assemblée qui va s'appeler Assemblée nationale très bientôt. Et en fait, c'est pour ça que je suis arrivé à la conclusion que c'est du marketing politique pour les pauvres. Et donc, quand ils font la fameuse révolution pour la France ou l'indépendance pour les colonies britanniques, ils ne veulent pas donner le pouvoir au peuple. Ils veulent en fait le pouvoir du roi. Ils le veulent dans leur assemblée pour l'avoir entre eux, entre parlementaires. Et donc, c'est une sorte de coup d'État institutionnel, si on pourrait dire. Mais pour justifier cette prise du pouvoir des mains du roi et le ramener dans l'assemblée et l'avoir en toute puissance, ils vont prétendre qu'ils font ça pour le peuple. Ils vont prétendre que le peuple est souverain, même si en fait, il n'est pas souverain, et ils vont réussir. Ça va être un succès. Donc, c'est ça. Donc, en 1820-1830, aux États-Unis, il y a des campagnes électorales. Les candidats à la présidence se présentent comme des républicains. Ils se disent tous pour la République et tous républicains. Et Andrew Jackson perd une première fois. Il réfléchit, il réunit ses amis, etc. Il se dit comment on peut y aller pour la deuxième fois. Je veux me représenter, je veux l'avoir. Et ensemble, ils se disent, en fait, présente-toi comme démocrate. D'après nous, si tu commences à parler comme un démocrate, que tu dis que tu es démocrate, que tu défends la démocratie, que tu es contre l'aristocratie financière et contre l'aristocratie de Washington, donc l'aristocratie politique et l'aristocratie financière des proto-capitalistes, des manufactures, des ports, etc., tu vas, comme ça, t'adresser directement au peuple et le peuple va penser que tu prends sa défense. Et donc, Andrew Jackson a construit sa campagne en se présentant, c'est le premier candidat aux États-Unis, en fait, qui vraiment se présente comme défenseur de la démocratie et démocrate. Et il va gagner son pari, il va gagner l'élection. Et c'est tellement efficace qu'en 10 ans aux États-Unis, tous les candidats commencent à se dire pour la démocratie. Et en fait, ils commencent à s'obstiner entre eux en disant
toi, t'es pas un vrai démocrate, c'est moi qui est un vrai démocrate, t'as volé le nom, etc. Et j'avais même pas besoin de faire d'analyse surplombante sur les textes de l'époque, parce que les journaux de l'époque, les textes, les discours des politiciens de l'époque, et même des manuels de campagne électorale de l'époque, disaient aucun parti ne peut gagner aujourd'hui aux États-Unis s'il ne se présente pas comme démocrate et s'il ne prétend pas qu'il défend la démocratie, parce que c'est comme ça qu'on gagne des votes, c'est comme ça qu'on s'adresse au peuple. Et, euh, et tout ça, alors que Andrew Jackson, c'est le plus important probablement en termes politiques, alors qu'une fois qu'il gagne, il ne transforme en rien le système. Le système reste exactement le même. Il n'y a pas plus de possibilités de participation pour le peuple. Il n'y a pas de référendum d'initiative populaire, pour prendre un terme à la mode aujourd'hui. Et puis en France, il y a la fameuse révolution de 1848 qui restaure la République, à l'époque du Printemps des peuples. Et là, 1848, vous avez en fait, bon, il va y avoir des élections, Lamartine va prendre le pouvoir, etc. Mais vous avez quelqu'un comme Auguste Blanqui, qui est un socialiste révolutionnaire, qui est évidemment en prison, comme toujours, qui, de la prison, dit, Auguste Blanqui dit, il emploie un terme très précis, il dit, le mot démocratie est devenu un mot caoutchouc, c'est-à-dire tellement élastique, parce que, dit-il, et là je le cite de mémoire, aujourd'hui en France, on a des monarchistes démocrates, on a des socialistes démocrates, on a des républicains démocrates, mais c'est comme aux États-Unis, c'est-à-dire que ce régime que les fondateurs avaient appelé république et n'avaient surtout pas voulu appeler démocratie, maintenant, pour des raisons électorales, on l'appelle démocratie, même si en fait, en termes de participation concrète du peuple, il n'y a rien qui a changé. C'est toujours ce que j'appelle une aristocratie élue qui gouverne. Avec, en France et aux États-Unis, en fait, un monarque élu, le président. Parce qu'on pourrait imaginer une révolution anti-monarchique qui ne remplace pas le monarque par un président. On pourrait imaginer un système où il n'y a pas de président. Mais les régimes républicains ont coupé la tête du roi, mais ont donné le trône au président. Il n'y a pas de couronne, mais il garde le trône, c'est quand même bien. Et il y a ces élus qui sont en fait les descendants, pas héréditaires, mais les descendants des grands du Seigneur, des grands du royaume, qu'au Moyen-Âge, les rois convoquaient dans les premiers parlements, parce que les parlements, c'est des inventions médiévales. Et donc, on a maintenant une aristocratie élue avec une monarchie élue qui s'appelle démocratie, mais ce mot démocratie, ce n'est que de la poudre aux yeux, c'est du marketing politique, c'est du marketing électoral. Il n'y avait pas le terme à l'époque, mais c'est exactement ça. Tout Eh changer, oui. tout changer pour ne rien changer. Il faudra montrer ça dans toutes les écoles, hein, Yann. Bah, tout à fait. Franchement, ce livre est à lire pour tous les enfants, les adolescents. Et si vous n'avez pas le temps, vous pouvez toujours regarder cette interview, elle est excellente. Mhm. Pour moi, c'est la plus grosse arnaque des 2 derniers siècles, hein. Je ne sais pas pour Ouais. toi. Et donc il le dit bien, rien rien n'a changé, à Non. part peut-être que la communication est meilleure, bien meilleure qu'avant. Le marketing politique a beaucoup progressé. Maintenant, tout le monde croit que la République est une démocratie. Et quand tu vois que c'est bientôt les élections américaines et qu'ils se déchirent entre républicains et démocrates, alors qu'en fait, il n'y a aucun démocrate, ça laisse à penser. Donc, on va parler de la suite. Les fonctions de la République. Alors, bien sûr, la République, ça a plusieurs fonctions. J'en ai pris que 4. Fonction numéro 1, la République est un système qui a beaucoup plus de stabilité qu'une royauté, par exemple, une monarchie. Pourquoi ? Parce que si tu décapites la tête du président, eh bien, en fait, il ne va pas se passer grand-chose. Il y a un vice-président qui va prendre sa place et Bill Gates fera toujours ses affaires avec les injections. Donc, c'est un système qui est beaucoup plus stable. Deuxième fonction, accumulation de richesse et pouvoir. Bien sûr, sera plus stable puisque le système est plus stable. Mhm. Et ça va donc encore renforcer la stabilité du système. La troisième fonction, et alors là c'est la plus drôle, c'est la représentation. Donc la représentation, c'est une capture du pouvoir des dominants pour pouvoir juste garder le pouvoir. Et c'est aussi une arnaque intellectuelle, c'est de la pensée magique. Par exemple, Alexandre, si tu me représentes et qu'on va tous les deux simplement au restaurant et que tu commandes pour moi, tu as beaucoup de chances de te planter parce que tu ne sais même pas ce que je veux manger. Peut-être que je suis allergique aux cacahuètes ou que je suis végétarien, t'en sais rien. Et juste pour ça, nous sommes 2 hommes blancs qui parlent français à peu près du même âge, qui ne peuvent pas me représenter au restaurant
comment un étranger pourrait-il me représenter au Sénat ou à l'Assemblée nationale? C'est de la pensée magique. C'est comme le Père Noël passe par la cheminée, c'est la même chose. Ouais, surtout quand tu vois comme les élites dénigrent et manquent de respect complet pour le peuple. Et on voit d'ailleurs la composition des assemblées. Ils ne sont jamais représentés par des... Justement, ils ne représentent pas statistiquement le peuple, notamment les ouvriers, etc. etc. et les gens de peu. Bah, dans le dernier gouvernement Borne en France, il y avait 19 ou 20 ministres qui étaient multimillionnaires. Mhm. Dans quelle mesure ça représente le peuple que plus de 50% des ministres soient millionnaires? Je ne trouve pas ça très représentatif, mais la représentation, encore une fois, c'est une arnaque intellectuelle, donc on peut sauter par-dessus. Et la dernière fonction que je voulais garder, c'était bien sûr la reproduction sociale par système de caste. Alors, ce ne sont pas des castes comme au Moyen-Âge avec les seigneurs, etc. Toutefois, on a ce qu'on appelle la domination sociale. Bourdieu l'explique bien, et le bac et les grandes écoles en France servent à reproduire cette domination sociale. Mhm. En effet, ah non, ça, le baccalauréat, on en reparle un petit peu juste après. Petit phénomène français particulier. Dont on avait parlé dans une émission aussi. Hein. Oui, c'est vrai, on en avait déjà un petit peu parlé. Ouais. Donc, en fait, la reproduction sociale, ça va servir à ce que les élites restent les élites, les dominants restent les dominants et les dominés restent les dominés, ce qui est un des principes de la République. Donc là, on va essayer de comprendre la reproduction sociale, la dissonance cognitive, on en a déjà parlé, et comment ça marche ensemble. Donc je vais reparler un petit peu de dissonance cognitive pour ceux qui n'étaient pas là au dernier chapitre. On va parler de l'expérience classique de Muzaffer Sherif, psychologue turc, qui s'appelle 1 dollar de 10 dollars. Donc, c'est une expérience qui se passe dans une usine. Les expérimentés, les sujets, vont devoir se livrer à une tâche très, très ennuyeuse pendant 4 heures. Visser, dévisser des boulons qui n'a aucun sens. Tu ne fabriques rien, tu ne produis rien. C'est très ennuyeux. En quoi consiste l'expérience? Le groupe témoin, on va les payer 10 dollars pour la journée, ce qui est un bon salaire pour l'époque. Ils sont contents et on leur demande « Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du travail ?» Et ils vont tous répondre « C'était long, c'était ennuyeux, c'était vraiment très chiant, on n'a rien appris, je suis content que ce soit fini et que je vais rentrer chez moi maintenant. » Et le groupe test, on va leur donner non pas 10 dollars, mais 1 dollar, prétextant qu'il y a eu un problème de budget. Et on va leur demander « Tenez, voici 1 dollar symbolique, on est désolé, qu'est-ce que vous avez pensé de la tâche ?» Et ils vont dire « Eh bien, c'était long, c'était difficile, mais j'ai appris quelque chose. » En fait, ils rationalisent a posteriori le fait qu'ils se sont fait rouler dans la farine. Et ils n'ont pas envie de dire « C'était long, c'était chiant, j'ai rien appris, et en plus, je me suis fait rouler dans la farine. » Ils vont rationaliser ça et inventer, si on peut dire, un prétexte pour justifier leurs actions. Quelque chose qui soit pas trop difficile à accepter dans leur petit cœur. Ouais, pour un équilibre mental. Tout à fait. L'être humain a besoin de croire qu'il est stable dans le temps. On a besoin de croire que nous sommes des personnes sensées. Hein. Et donc tout ça, ça nous amène à quoi? Ça nous amène au baccalauréat et à l'élite de la nation. Le baccalauréat sert à sélectionner la population pour décider d'une partie. D'un côté, il y a ceux qui n'auront pas accès à des fonctions supérieures et ceux qui ont leur bac pourront avoir accès à des fonctions supérieures. Et là, on va leur dire, mais vous êtes l'élite de la nation. Et eux, ben, ils vont le croire. Bien sûr, si tu as une très bonne note au bac, que tu rentres dans une grande école et qu'on te dit, bah, tu as 18 ans, bravo, tu es là parce que tu es le plus intelligent, tu es l'élite de la nation, les autres sont des imbéciles et tu mérites de les diriger, de les dominer. C'est comme ça que ça marche. Ben, beaucoup de gens vont avoir envie de le croire. Alexandre, avec Eros, vous êtes l'élite du journalisme belge. L'élite médiatique. L'élite médiatique. L'élite médiatique minoritaire. Peut-être, mais si je te bourre le mou avec ça et que tu finis par le croire, tu vas finir par croire également que c'est parce que tu es plus intelligent, supérieur, etc., etc. Alors, je dis pas qu'Eros, c'est un très bon journal et il fait peut-être partie des meilleurs journaux de la Belgique.
Mais de là à dire que tu es un être supérieur, peut-être génétiquement supérieur, là, on voit qu'on va vite et facilement tomber dans ce qui pourrait s'apprêter à du nazisme. Et donc, c'est un des effets de groupe des dominants sur les dominés, c'est-à-dire que les dominés vont avoir tendance à croire, grâce à la dissonance cognitive, qu'ils sont en effet supérieurs et que c'est bien normal d'écraser les pauvres parce qu'on est riche, parce qu'on est meilleur. Ça justifie le système. Ça justifie le système et ça justifie ta place dans le système. Donc, il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres, peut-être pour la cuisine, ou pour conduire, ou pour lire, ou pour écrire, mais personne n'est supérieur pour tout. C'est impossible. On a tous des qualités et des défauts. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est le capital symbolique. Le baccalauréat, c'est une répétition du capital symbolique qui va permettre aux classes dominantes de rester des classes dominantes. Donc, grâce à tout ça, on a finalement un système qui est dysfonctionnel. Il est dysfonctionnel pour de nombreuses raisons, mais notamment pour celle-ci, parce que c'est une très mauvaise méthode de gouvernement de tous par quelques-uns. En effet, si on est 12 personnes en France à prendre des décisions et à réfléchir pour 60 millions de personnes ou pour 11 millions de personnes en Belgique, alors on peut vite comprendre qu'il y a beaucoup de cerveaux qui ne sont pas utilisés. Il y a beaucoup de matière grise qui n'est pas utilisée et en fait, le gros de notre puissance de calcul est mis à la poubelle. On est juste bon à suivre les ordres et on ne peut pas réfléchir et mettre en action nos réflexions. Notre mauvaise méthode, c'est la méthode de recrutement des gouvernants. Pour n'importe quelle baraque à frites, tu es obligé d'amener ton CV si tu veux un travail, sauf si tu veux être président ou ministre, pas besoin de CV. Il y a juste à mettre ta photo avec une belle affiche, c'est bon. En même temps, c'est une mauvaise méthode pour nous, pour toi qui critiques, mais pour eux, c'est bien. Ils mettent des incompétents, des arrivistes. Donc, dans le système, ça a du sens. Tout à fait. Ça a du sens pour ceux à qui ça profite. Et d'ailleurs, tu parles d'incompétence, mais je voudrais rappeler le principe de la limite d'incompétence, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes, des entreprises ou des organisations où on va choisir exprès quelqu'un de incompétent, qu'on va hisser à un poste supérieur pour être sûr qu'il va bien se goinfrer, qu'il va bien rater son travail et qu'on va pouvoir le virer. Ça, c'est un principe de management, ça existe, en vrai. Donc, on voit que la République française est un système dysfonctionnel de plusieurs façons. Bien sûr, on aurait pu en parler pendant des heures et des heures. Mais là, on va parler un petit peu de l'Europe, parce que l'Europe, c'est aussi une république. Moi, j'appelle ça la super république. C'est une république sur une république. Donc, alors là, j'aurais bien aimé faire plus joli. Les petits triangles du bas sont les pays. Alors, la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne. Et le gros triangle en haut, c'est l'Europe. On voit que la différence de hauteur entre le sommet du triangle et la base du triangle, donc le peuple, est quand même assez importante sur les pays. Mais si on rajoute l'Europe par-dessus, on se rendra compte que la distance entre la hiérarchie de tout en haut et moi, elle est énorme. Par exemple, si tout en haut, il y a Ursula, et que tout en bas, il y a moi, et que j'habite dans le sud de l'Espagne, ça va être très compliqué de monter jusqu'à Bruxelles pour aller manifester et en plus avoir un effet sur les décisions de Madame Ursula von der Leyen. D'accord ? Donc, l'Europe, c'est vraiment très antidémocratique. Okay ? Alors, pour illustrer ça, j'ai sélectionné une petite vidéo de Monsieur De Villepin. C'est un homme politique français qui va nous... C'est De Villiers. Ah, pardon, oui, c'est De Villiers. Excuse-moi, je me suis planté. Je ne suis pas branché de toute façon sur sa politique ou sur l'autre. Non, c'est pas... De toute façon, ils sont interchangeables. Mais celui-ci nous donne de bons éléments quant à la création de l'Europe, savoir en vrai, qu'est-ce que c'est l'Europe ? Il se trouve que j'ai eu entre les mains des documents
archives déclassifiées Secret défense. sur le secret défense, sur l'histoire de la construction européenne, et que j'ai découvert que les architectes, ce qu'on appelle les pères fondateurs, n'étaient pas ce qu'on a dit, et que le projet Europe puissance, Europe sortie de la résistance, Europe sortie de la ferveur des peuples, tout ça c'était une imposture. Alors vous nous dites qu'au départ, selon vous, l'Europe est une commande, un complot américain. L'Union européenne serait l'invention d'un trio infernal. Walter Hallstein, l'ancien nazi qui deviendra le premier président de la Commission européenne, Robert Schuman, l'ancien pétainiste, Jean Monnet, l'agent de la CIA. Le gène déconstructeur qui mine et fragmente l'Europe d'aujourd'hui. Oui, c'est intéressant parce que justement, Thierry Messant, qu'on vient d'interviewer, nous disait la même chose, que l'Europe n'est qu'une construction américaine, hein, par ses premiers agents, disons, européens qui l'ont permis. C'est de nouveau, comme Dupuy-Derry, quelque chose qu'on devrait enseigner évidemment dans les écoles, mais bon, c'est de nouveau le problème de l'œuf et la poule, hein, par où on commence. Est-ce qu'il faut d'abord détruire la République et les pouvoirs en place pour changer l'enseignement, ou passer par l'enseignement au risque d'être évidemment viré en apprenant ça? C'est des choses qui sont factuelles et actées, ce que De Villiers dit. Tout à fait, c'est très factuel. Ce sont des documents déclassifiés. Donc, en effet, l'Europe, ce n'est pas l'Europe qu'on connaît, ce n'est pas l'Europe des peuples. C'est l'Europe qui a été créée par certaines instances, et notamment avec une forte influence américaine. Mmh. Après la Seconde Guerre mondiale, de toute façon, l'Amérique a vraiment une très, très puissante influence sur le monde entier. Donc voilà, c'est une antidémocratie sur une antidémocratie. Mais et la démocratie, alors, finalement, est-ce que ça existe pour de vrai? Alors, oui, ça existe pour de vrai, sauf que ça n'est pas un système. La démocratie, c'est une méthode d'organisation. Par exemple, à Kairos, tu peux t'organiser de façon plus ou moins démocratique ou plus ou moins pas démocratique, parce que c'est une entreprise. Et on peut utiliser des méthodes démocratiques et les inclure dans différents lieux, à l'école, à l'entreprise ou dans le gouvernement ou à la maison. La démocratie est une méthode d'organisation, la méthode démocratique. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Là, on voit sur ce petit schéma très basique que l'organisation humaine dépend en général de plusieurs choses, des ressources en budgétant, des ressources matérielles et des ressources humaines. On met tout ça dans une grande boîte, on l'organise d'une certaine façon et on va obtenir un résultat. Toutefois, avec les mêmes ressources et une organisation différente, bien sûr, le résultat sera différent. D'accord ? C'est juste une façon de s'organiser, une méthode organisationnelle. On aurait pu s'organiser de 1000 façons différentes, mais je dis bien on a choisi la République. Alors, dans ce modèle organisationnel, on a des résultats et une partie de ces résultats, ce qu'on appelle un symptôme organisationnel. Un symptôme psychologique ou un symptôme médical, c'est quand tu es malade. T'as le nez qui coule, tu as un symptôme, ça pourrait être telle ou telle maladie. Un symptôme psychologique, par exemple, tu es en pleine dépression ou tu te suicides, c'est un symptôme qui vient de problèmes qui sont enfouis profond dans ta tête. Un symptôme organisationnel, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai justement noté un petit essai de définition. On pourrait définir ça comme une manifestation anormale ou pathologique dans une organisation, une entreprise, résultant d'interactions entre les facteurs individuels, collectifs et organisationnels. Mais c'est souvent quand même beaucoup dû à l'organisation. Hein. C'est rare que ça soit de la faute d'une personne qu'il se suicide lui-même. Évidemment, ceux qui organisent le système ne vont jamais en reconnaître la cause. Et donc, on va tourner en rond dans la mise en place des solutions. Bien sûr. Ça arrive souvent que quelqu'un qui se suicide sur son lieu de travail, par exemple, on envoie une personne formée exprès pour limiter les dégâts et qui va commencer à dire que oui, mais cette personne avait des problèmes à la maison, des problèmes personnels, alors qu'en fait, en général, quand tu te suicides sur ton lieu de travail, ça veut dire quelque chose. Hein. Évidemment. Donc, certains symptômes, par exemple, ça pourrait être des décisions irrationnelles. Par exemple, il y a une très grosse épidémie d'un virus mortel qui arrive et on interdit des médicaments qui ont déjà fait leur preuve.
Tiens, c'est bizarre, on dirait du vécu, ça. On dirait du vécu. Ça ressemble à une situation réelle. Ouais. Bah, par exemple, tu vas à ton travail et il y a un blocage au niveau du travail. Tu ne peux pas travailler normalement. Tu ne peux pas utiliser tes compétences. Ça peut être considéré comme un symptôme. Également, stress, anxiété, dépression et suicide. L'absentéisme aussi peut être considéré comme un symptôme d'une organisation qui va mal. Et ce que nous vivons actuellement dans notre société est une conséquence de notre modèle organisationnel qui est basé sur la domination sociale et la concurrence. La concurrence aussi a des effets très importants sur le psychisme humain. Pour illustrer ça, on va parler de l'expérience encore de l'excellent Muzaffer Sherif qui s'appelle la caverne des voleurs. Alors, la caverne des voleurs, comment ça marche? C'est une expérience qui est dans le domaine de la recherche-action. Donc, c'est une expérience sur des enfants, mais qui répond à des caractéristiques éthiques et déontologiques très strictes. On ne va pas s'étendre dessus, mais il faut s'assurer avant l'expérience que l'expérience va faire du bien aux enfants. C'est quand même assez faut être costaud pour faire ça. En quoi l'expérience consiste? Dans un centre de vacances, il y a 2 groupes d'enfants, les jaunes et les bleus. La première semaine, les jeux sont des jeux normaux et classiques de centre d'enfants. Ça peut être du foot, comme du baseball, comme une chasse au trésor, ça peut être tout ce que tu veux, mais on évite quand même les jeux de concurrence. La deuxième semaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des jeux de concurrence, les bleus contre les jaunes. Qui c'est qui va gagner? Donc les gagnants seront les meilleurs et les perdants seront les nulos, et en plus, ils n'auront pas de récompense. Et ce qu'on va voir, c'est que quand on va analyser les représentations sociales d'un groupe sur l'autre, on va s'apercevoir que rapidement, au bout de 2-3 jours, des représentations sociales négatives vont apparaître. Les bleus, c'est des tricheurs. Les jaunes, ils sont trop nuls. En plus, les bleus, ils mentent. Et ouais, mais t'as vu, les jaunes, ils puent des pieds. Et on va voir que ce genre de choses va escalader assez rapidement pendant une semaine. Ils finissent par se détester. Et la troisième semaine, on va créer artificiellement une situation dans laquelle les jaunes et les bleus vont devoir collaborer. Là, en l'occurrence, c'est qu'on crée un faux problème de flotte. Il n'y a plus d'eau qui arrive sur le camp de vacances et les jaunes et les bleus vont devoir coopérer pour ramener l'eau sur le lieu des vacances. Et donc, on va s'apercevoir que très vite, au bout de 2-3 jours, grâce à la coopération, les représentations sociales négatives vont disparaître et des représentations sociales positives vont apparaître parce qu'on s'entraide. Ouais, ce qui montre aussi, parenthèse, Yann, que le principe des partis politiques, avec leurs couleurs, leurs soi-disant différences, crée en même temps un contexte de guerre et de comparaison et de compétition et de volonté de détruire l'exogroupe en le catégorisant négativement. Et en se voyant nous-mêmes, l'endogroupe, les bleus comme plus proches entre nous qu'on ne l'est réellement. Donc on est vraiment dans un contexte de guerre, alimenté aussi, on pourrait dire, par les matchs entre pays aussi, hein, parce que le foot, c'est un peu ça aussi, hein, c'est pas de la collaboration. Donc on est vraiment en permanence dans un contexte comme le décrit Sherif, quoi, de concurrence. De concurrence permanente. On est mis en concurrence permanente. Et en effet, si tu regardes en politique, tu votes pour un parti. Donc le parti d'en face, c'est les méchants. Bon, les rouges, parce que moi, je vote pour les bleus. Toi, tu votes pour les rouges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es étroit d'esprit. T'as rien compris. Si tu votes pour les rouges, enfin, parce qu'on est mis en concurrence, d'une part, et d'autre part, on ne communique pas entre nous. Hein, je veux dire, c'est très difficile quand tu votes à gauche d'aller dans un groupe de droite et de parler de politique avec des gens de droite. D'ailleurs, souvent en famille, on ne parle pas de politique parce qu'on s'engueule. Ils ont réussi à faire rentrer ça jusqu'au plus profond de nos familles pour nous diviser et qu'on s'engueule. C'est quand même assez incroyable. Et d'autre part, ça nous renvoie aussi aux réseaux antisociaux, peu importe que ce soit Twitter, Facebook, Insta ou ce que tu veux. On ne fait rien ensemble, souvent, sur ces réseaux, donc on est amené à se détester. Ouais, on voit la haine qui se déploie sur les commentaires Facebook ou YouTube, avec ces gens qui sont derrière leur écran, tout puissants.
ça peut devenir très vite nauséabond, hein. Et on n'aura pas de vision positive l'un de l'autre parce qu'on ne fait rien ensemble. On est juste là à se critiquer sur des réseaux sociaux. Alors, les modèles organisationnels, moi, j'ai décidé de les ranger en 2 grandes catégories, hein. Les modèles hétéro-organisation et les modèles auto-organisation. Mhm. Parce que le capitalisme, le communisme, le socialisme, le fascisme, le totalitarisme, l'oligarchie ou la théocratie ont tous ceci en commun, qui sont organisés par un groupe de dominants qui organise la société des dominés. D'accord? Et à l'inverse, on pourrait imaginer des systèmes auto-organisés, c'est-à-dire organisés par les peuples et pour les peuples, tout simplement. Alors là, je n'ai pas de nom de modèle à donner. Alors, peut-être on pourrait parler du Chiapas au Mexique, Mhm. mais là, ce que je montre, c'est plutôt des outils d'auto-organisation. Ce sont des outils organisationnels. D'accord? Donc, par exemple, le référendum d'initiative citoyenne, une votation citoyenne, hein. Je rappelle, la votation, c'est l'inverse de l'élection. On ne vote pas pour quelqu'un, on vote pour une loi ou contre une loi, pour ou contre quelque chose. Une manifestation citoyenne, donc organisée par les citoyens. Un média indépendant citoyen, comme Kairos par exemple, ça peut être une force pour aider à s'auto-organiser en société. Un système bancaire citoyen, un management du style des sociétés coopératives ouvrières de production, qui ne sont pas complètement décidées par les actionnaires du haut vers le bas, mais où les employés sont sociétaires et vont prendre part au processus de délibération et de décision. Mhm. Des conventions, assemblées et débats citoyens, l'éducation populaire, l'éducation citoyenne, le lien social, les associations citoyennes faites par des citoyens. Enfin, tout ce qui est auto-géré, auto-organisé, en fait, ça va être des forces de démocratie. Mhm. Ce qu'on voit très peu, justement, est-ce que ceux de gauche détestent? Ben oui, mais que ce soit les capitalistes, les communistes, les socialistes, les fascistes, ils détestent que le peuple prenne les décisions. J'avais rencontré un vieux monsieur qui me disait Et toi, jeune, est-ce que tu préfères avoir un chef capitaliste ou un chef communiste? Ah, c'est une très bonne question. C'est un piège. Ouais. Ok. Là, oui. Pas de Donc, chef. comment faire, Alexandre? Ah oui, justement, comment faire, Yann, comment faire, alors même qu'ici on sort des élections communales et que tout semble, ici en Belgique, cadenassé, ils ont le pouvoir médiatique, ils ont le pouvoir financier, ils ont aussi le pouvoir de créer des réseaux, hein, c'est-à-dire qu'ils ont leur parti politique, ils connaissent les commerçants, ils connaissent les gens autour qui n'osent même pas mettre une affiche de quelqu'un d'autre, ils les tiennent. Comment faire, Yann? As-tu une solution clé sur porte? Alors, Non, hein. je n'ai pas une solution clé sur porte, mais j'ai quelques petits outils à vous suggérer et des pistes, je pense, qui seraient intéressantes d'aller voir. Donc, une chose à laquelle on ne pourra pas couper, c'est la réunion, hein. Donc en Belgique, il y a à peu près 11 millions de personnes, j'ai vérifié tout à l'heure, et en France, il y en a environ 67. Le challenge, c'est de réunir tout le monde. Si on veut prendre des décisions auto-organisées, auto-gérées, il faut être capable de créer des réunions avec des millions de personnes. Et ce qu'on nous dit d'habitude, c'est « mais c'est pas possible, on est trop nombreux, donc taisez-vous et c'est nous qu'on va diriger. On va vous laisser voter une fois de temps en temps, mais sinon on va diriger parce que vous êtes trop nombreux. Mhm. Donc, en quoi ça consiste une réunion? Peu importe que tu sois 2, 10 ou 100 millions, ça ne change rien. Pour qu'une réunion soit fonctionnelle, c'est-à-dire fonctionne, il faut 3 phases. Première phase, information. Je sais de quoi parle la réunion, si possible à l'avance. Deuxième phase, la délibération. On en parle ensemble. T'es d'accord, t'es pas d'accord, oui mais regarde, si on fait comme ça marche mieux ou ça marche pire. On délibère, on ne prend pas de décision, on en parle et bla et bla et bla. C'est la phase de brouhaha. Quand il y a beaucoup de monde, ça fait brouhaha des fois. Et ensuite, la phase de décision. On décide tous ensemble. Alors, si on n'a pas la phase de décision, si on s'arrête à la phase de délibération, ça s'appelle de la coopération, de la collaboration. Ça n'est pas une réunion fonctionnelle. C'est une arnaque. Souvent. Pas toujours, mais souvent. Si
on a une décision tous ensemble, alors c'est une vraie réunion et on peut arriver à quelque chose. Par exemple, dans le référendum d'initiative citoyenne, à la fin, d'ailleurs comme dans tous les référendums, c'est le peuple qui prend une décision pour ou contre. On prend une décision ensemble. Mhm. Voilà. Si on n'a pas les 3 phases, alors ça ne marchera pas. Alors, comment va-t-on faire, nous, j'ai envie de dire le gouvernement, pour t'empêcher d'arriver à la phase de décision? On a ce qu'on appelle les stratégies de prévention de révolte, c'est la fameuse guerre de 5e génération. Et c'était pour ça que c'était très, très, très important de censurer les réseaux sociaux, et je pense aussi à Kéros, mais aussi à de nombreux citoyens journalistes, pour empêcher la phase numéro 1 de la réunion, la phase d'information. Si tu n'as pas l'information, le reste, ça ne marche pas. Ensuite, on a interdit pendant la phase Covid, par exemple, les réunions pour empêcher les phases de délibération. Par exemple, on ferme les bars, Ouais, on ferme les terrasses de café, les restaurants. Donc, il n'y a plus d'endroits où on peut se retrouver pour délibérer. Et ouais, plus de désaccords, quoi. Plus de désaccords. Il y a certaines révolutions qui sont parties, par exemple, d'une réunion dans un opéra. Mhm. On va voir un opéra ou quelque chose, et l'émotion fait qu'on en parle et on délibère, on se met en marche, on décide, bam, 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 et ça y est, c'est parti, ça se met en route. Ce qui ne se passera jamais sur Facebook ou Twitter, hein, soyons lucides. Exactement. Et ensuite, bien sûr, on évite la phase 3 de décision. Si on ne peut pas se réunir, on ne peut pas décider ensemble. Et c'est ainsi qu'on va casser les processus de réunion interpersonnels. Et donc, la phase Covid était très importante pour ça. Les protocoles étaient très importants pour ça. Il fallait t'enfermer chez toi et t'empêcher de parler avec ton voisin. Mhm. Donc, nous, en tant que personne, on doit se réunir. Pourquoi faire? Parce que c'est comme ça qu'on est fait, hein, depuis la nuit des temps. Les êtres humains se réunissent pour affronter les problèmes trop complexes. Excuse-moi. Ouais, on pourrait même dire que quand tu dis l'importance du visage aussi, le masque a joué aussi un rôle dans cette déconnexion de ce qui fait notre commune humanité, hein, notamment le visage et le fait de se reconnaître par là. Et c'est bien plus difficile de communiquer quand on est masqué. Tout le monde le sait, tout le monde s'en est rendu compte. Et ça crée des problèmes dans les groupes, des problèmes de compréhension. Tu crois que je te prends pour un imbécile, mais pas du tout, mais si, je te jure. Et on n'arrive pas à s'expliquer, à communiquer et à exprimer nos sentiments. C'est très important. Tu parles des solutions. Justement, bon, ça fait plus de 2 siècles que tout ça est mis en place, hein, avec un niveau qui a atteint vraiment son summum en termes de qualité de la propagande. Est-ce que tu penses que il n'y a pas une forme allez, je vais dire un peu un truc, de connerie presque héréditaire et de volonté de ne plus participer, qui est devenu presque un trait atavique, hein, parce que ça se transmet de génération en génération, hein. On sait que quelqu'un qui aura passé sa vie devant la télé et un autre ne va pas transmettre la même chose évidemment à ses enfants, en termes de connaissances, de curiosité, d'envie de connaître, de s'intéresser aux choses de la vie et de contester. Est-ce que l'on n'est pas au point en Occident où le sujet est vraiment éteint socialement? Est-ce que tu es optimiste sur la possibilité d'un réveil d'une masse assez importante? On parle parfois de 20%, on ne sait pas vraiment, pour avoir un impact sur cette République ultra puissante, ou chez nous, sur les systèmes parlementaires. Est-ce que... Alors, je dirais 2 choses. De ce que tu dis, ça me fait penser à 2 choses. D'une part, en France, dans les années 80, quand Coluche était encore vivant, mais même peu après sa mort, tout le monde savait que les ministres et les hommes politiques étaient tous des enfoirés corrompus. C'était le slogan. Et le slogan, c'était « Et on va tous leur foutre au cul avec Coluche ». Parce qu'on savait tous, enfin c'était normal, tout le monde le savait, et c'est ce qu'on disait. Mais aujourd'hui, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, ça n'existe plus. On ne sait plus ça, comme si on l'avait oublié. Maintenant, ce sont des gens très bien sous tout rapport. Donc c'est
pourrait dire, est-ce qu'on nous a lavé le cerveau, Mhm. d'une part. Et d'autre part, tu parles euh, de reproduction sociale, de ce qu'on enseigne à nos enfants, qui est très important. Et souvent, on enseigne à nos enfants ce qu'on a nous-mêmes appris. D'accord? Mais je rajouterais que en France, le temps de sociabilisation par jour d'un papa avec son enfant qui est à l'école, un papa qui travaille, c'est 15 minutes par jour. Mhm. Pour une maman, en moyenne, c'est 30 minutes par jour. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire en 30 minutes par jour alors que ton gosse passe 10 fois plus de temps à l'école et 5 fois plus de temps sur les réseaux sociaux? Mhm. Tu n'as quasiment aucune influence sur ton enfant. Donc oui, le problème est multifactoriel et il va falloir gérer ça. Toutefois, tu parles de X% de la population. Si tu dis 20%, c'est l'hypothèse de la masse critique. Alors bien sûr, si on est 99% à désobéir, le système plante. Mais pour reprendre le contrôle d'un pays, moi j'estime que pour une action, je parle juste d'une action de réunion pacifique, de votation, de référendum d'initiative citoyenne, etc., moins d'1% de la population suffisent. Il faut vraiment pas beaucoup de monde. C'est pas besoin d'avoir 50% de la population qui porte un gilet jaune. Hein, il suffit d'avoir un assez fort taux de mécontentement, qu'on ne connaîtra jamais parce que la plupart des sondages que l'on voit passer sont pipotés, et d'avoir une petite minorité de groupes de personnes qui vont vraiment agir, épaulées par beaucoup de sympathisants. Moi, Mhm. personnellement, je pense que la situation est assez catastrophique en France, en Europe, dans le monde, pour que beaucoup de personnes, si toutefois il y a une proposition sérieuse qui est faite, emboîtent le pas et partent pour de meilleurs avenirs et un lendemain plus radieux. Ouais, c'est vrai qu'on voit aussi, presque curieusement, en Allemagne, une liberté d'information qui est beaucoup plus importante qu'en France ou qu'en Belgique, avec des gens qui se réveillent par rapport à la période Covid. Voilà. Les RKI Files, etc., c'était très impressionnant ce qui se passe en Allemagne. Mais je voudrais juste dire comme ça, entre parenthèses, qu'en France, en 2023, on était quand même le deuxième pays dans le monde qui censure le plus Internet. Et les seuls qui sont devant nous, c'est la Chine. Je Parce veux que, dire, on est que 70 millions. Hein. parce que justement, peut-être qu'en France, il y a une masse critique dont ils ont profondément peur aussi. Parce qu'on a vu qu'avec les Gilets jaunes, le pouvoir a quand même était pas bien dans ses baskets, là. Hein. Ben, quand Macron est arrivé au pouvoir en 2017, un des premiers trucs qu'il a fait, c'est qu'il a remplacé la moitié des préfets de la France. Il y a 50 préfets qui ont changé. C'est pas pour rien. Tu réorganises tes troupes de combat pour les Mhm. déployer sur le terrain parce que tu envisages des actions de force, de violence. Quoi. Mhm. Voilà, c'était prévu un petit peu quand même. Donc, on va passer un petit peu à la suite. Donc, comment le pouvoir hein, ce que nous, on a pris ces dernières années, des fois, pour un vol de nos libertés, tu n'as pas le droit d'aller faire pisser Mirza, une pandémie mondiale, un changement climatique avec des restrictions, tu n'as plus le droit d'entrer en ville en voiture, une évolution des pratiques éducationnelles vers plus d'inclusivité sexuelle, une inflation galopante, etc. En fait, ce n'est que la caractérisation d'une guerre de pouvoir entre classes sociales Mhm. qui est caractérisée donc par une diminution de notre zone d'incertitude et une augmentation de leur zone d'incertitude. La zone d'incertitude, c'est comme ça qu'on définit le pouvoir, enfin c'est une des façons de définir le pouvoir en psychologie organisationnelle. Pourquoi on parle de zone d'incertitude? Parce que c'est un concept qu'on va pouvoir opérationnaliser sur le terrain. La liberté, c'est un mot très beau, tout le monde le comprend, mais c'est difficile d'en faire quelque chose. Le concept de zone d'incertitude, on va peut-être pouvoir plus facilement s'en servir pour reprendre un petit peu de pouvoir. Donc, j'ai essayé de vous faire une définition de la zone d'incertitude organisationnelle. J'espère que ça sera compréhensible, parce que j'ai paumé le bouquin, donc là, je ne peux pas vous sortir la situation exacte. Donc, c'est le livre intéressant là-dessus, c'est L'acteur et le système de Crozier et Friedberg. C'est un vieux livre, mais c'est la base de l'analyse stratégique des entreprises et des organisations. Donc, la zone d'incertitude organisationnelle, zone où les règles formelles et les processus institutionnels sont peu définis ou alors les informations sont partielles ou contradictoires. Donc, cela crée un espace de liberté où les acteurs du système, toi, moi, n'importe qui,
peuvent agir de manière autonome et influencer le fonctionnement de l'organisation. Mhm. Donc, le pouvoir vient, entre autres choses, de la maîtrise des zones d'incertitude qui permet de mettre en place un rapport de pouvoir différent et donc plus de négociations. Par exemple, il y a quelques années de ça, il y a pas mal de personnes qui se sont saisies d'un espace Internet qui était relativement non réglementé pour créer du journalisme citoyen, comme toi par exemple. Mhm. Mais les élites, les dominants, vont essayer de réglementer de plus en plus cet espace pour te laisser le moins de liberté possible et au final couper un petit peu ta voix ou couper complètement ta voix. Par exemple, dans une entreprise dans laquelle j'ai travaillé, on installe un nouveau système de climatisation. C'est un gros hangar et des centaines de personnes là-dedans. La personne qui est en charge de gérer cette climatisation est informaticien. Il n'avait pas spécialement de zone d'incertitude importante dans l'entreprise. Sauf que là, qu'est-ce qui va se passer? C'est lui qui gère la clim. Donc à 17 heures, quand l'entrepôt est plein, lui, il rentre chez lui parce qu'il a fini ses heures, il coupe la clim, il rentre chez lui. On le rappelle 1 heure plus tard pour lui dire hey, il fait trop chaud, les clients s'en vont, viens rallumer la clim. Alors il revient. Et le lendemain, quand il part du travail, il éteint la clim. Et on le rappelle 1 heure plus tard et il revient. Et ce manège dure pendant 1 semaine jusqu'à ce qu'il ait une augmentation de 2 000 € par mois. Pourquoi? Parce qu'il a su conquérir une zone d'incertitude, une nouvelle machine, un nouveau truc dans l'entreprise qui fait que après il a plus de pouvoir et il peut exiger plus de salaire. Mhm. Alors j'espère que c'est clair parce que c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais une fois qu'on a compris ce concept, en fait, on va pouvoir plus facilement s'en servir sur le terrain. Il y a ce qu'on appelle des groupes dits réactionnaires contre les groupes dits stratégiques. Ça n'a rien à voir avec être un réac ou un facho, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Les réactionnaires sont les personnes qui protègent leur zone d'incertitude. Souvent, les travailleurs qui sont en bas de l'échelle essaient de protéger leurs acquis sociaux. On dit que ce sont des groupes réactionnaires. Ils réagissent à une attaque. Alors qu'il y a des groupes qui sont dits les groupes stratégiques. Ces groupes créent ou conquièrent une zone d'incertitude. Par exemple, ça va être les groupes de pouvoir qui vont essayer d'attraper toujours un peu plus de pouvoir pendant que toi, tu vas essayer d'être en train de défendre tes acquis sociaux. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est nous, en tant que réactionnaires qui réagissons à une attaque sociale, devenir des groupes stratégiques pour se mettre en place et prendre plus de pouvoir. Là, on voit que le B, dans l'image du haut, a plus de pouvoir que le A, parce que sa zone d'incertitude est plus grande. Et en bas, c'est le A qui a plus de pouvoir que le B, parce que sa zone d'incertitude est plus grande. Par exemple, si j'enferme une population dans un camp de concentration, je les contrôle, leur zone d'incertitude est réduite, je restreins leur liberté, et donc je les domine, je peux faire ce que je veux avec eux. Ouais, et en même temps, le sujet est parfois justement ce que je disais avant, est demandeur de moins de zones d'incertitude et qu'on le prenne en charge comme un enfant, puisqu'il était infantilisé depuis très longtemps. Alors, ça arrive en effet, et ça arrive notamment pendant les périodes où on utilise ce qu'on appelle la stratégie de la tension. La stratégie de la tension, c'est par exemple, on va faire péter une bombe à Bruxelles, et ça va stresser tout le monde, et la population aura tendance à demander moins de zones d'incertitude et plus de sécurité. C'est pratique. Il y a même ça arrive, des pays dans le monde où on fait péter une bombe dans notre propre pays, où ce sont vraiment l'État qui va créer un acte terroriste dans son propre pays pour après amener plus de sécuritarisme. C'est une stratégie classique, la stratégie de la tension. Tout à fait. Donc, on va regarder un peu quelles sont les principales sources de pouvoir dans une organisation. Alors, bien sûr, la zone d'incertitude est tout le temps à conquérir. Et la plupart des pouvoirs sont des pouvoirs hiérarchiques. Par exemple, pendant des élections cantonales, on essaie de conquérir le pouvoir hiérarchique. On y arrive ou on n'y arrive pas. Souvent, c'est très difficile. Quand quelqu'un a un pouvoir hiérarchique, il ne le donnera pas. Ou alors, il le partagera avec des personnes qu'il sait être comme lui. Par exemple, on entend beaucoup parler des réseaux pédocriminels qui
qui s'entraident entre eux et qui vont collaborer les uns avec les autres pour pouvoir amener des gens comme eux dans les institutions. Bon, je ne devrais peut-être pas prendre cet exemple parce qu'il est compliqué à discuter. Alors, on voit que la hiérarchie, ça vient du grec, hein, hieros, sacré, et arché, le pouvoir, c'est donc bien une religion. Ensuite, on a la source de pouvoir qui est l'expertise ou la compétence. Hein, c'est quelque chose qui est pratique quand on ne peut pas stocker, quand on n'a pas beaucoup d'argent. Intégrer des compétences, intégrer un savoir-faire, une expertise, ça va me donner du pouvoir. Même si c'est un pouvoir très petit, très simple, par exemple le pouvoir de savoir faire pousser des patates, eh bien voilà, maintenant j'ai le pouvoir de savoir faire pousser des patates, je peux nourrir en partie ma famille et s'il y a un problème, peut-être que je pourrais faire 100 kilos de patates dans mon jardin. La maîtrise de la relation avec l'environnement, de l'organisation. Ça, c'est une importante source de pouvoir. Le pouvoir également lié à la maîtrise des communications, de l'information. On a vu que le pouvoir médiatique, quoi. Le pouvoir médiatique, par exemple. Si on arrive à prendre un peu de pouvoir de ces 4 sources de pouvoir, alors on sera plus fort, on sera moins dominé et on aura plus de pouvoir. Voilà. De toute façon, c'est une guerre de pouvoir. Hein. La République, c'est une guerre de pouvoir des dominants contre les dominés. Par contre, ça ne répond pas à la question de changer le système, révolutionner les choses. Ah, c'est juste quelles sont les sources de pouvoir. Et moi, je vous invite à aller les chercher en tant que groupe stratégique et à vous les approprier le plus possible. Une source de pouvoir, c'est aussi l'argent. Hein. L'argent, tout à fait. L'argent, c'est une source de pouvoir, oui. Mais je ne compte pas trop sur le fait de devenir riche pour avoir beaucoup de pouvoir. Non, mais les gens au pouvoir sont, à la limite, c'est l'argent qui leur donne accès au pouvoir. Et le pouvoir donne accès à l'argent. Et le pouvoir donne accès à l'argent, mais en fin de compte, in fine, ils recherchent surtout le pouvoir. Puisque quand tu vois ces gens qui sont multimilliardaires à la Bill Gates et qui en veulent toujours plus, c'est du pouvoir qu'ils veulent. C'est du pouvoir qu'ils veulent. C'est bien sûr, ce n'est pas de l'argent. Hein. L'argent, c'est pour les pauvres. Si on a $1 million, on a assez à manger. Si on a 500 milliards de dollars, c'est pour le pouvoir. Et en effet, l'argent, c'est le pouvoir. Ouais. Mais le savoir aussi, c'est le pouvoir. Donc voilà, moi j'ai fini avec ce petit exposé pour aujourd'hui. C'était juste pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'un symptôme organisationnel, pourquoi est-ce que toutes ces histoires de Covid nous sont tombées dessus. En fait, pour moi, c'est un symptôme organisationnel qui est dû à l'effet de la domination sociale des uns sur les autres. Les dominants vont se mettre à trouver que les dominés sont trop nombreux, inutiles, et vont vouloir les dominer encore plus, voire même les exterminer. Et disons que la situation Covid s'est greffée sur une population, sur un système qui était prêt à déployer toutes ces mesures. Ça n'aurait pas pris dans les années 80, hein, Yann Charrier, on est d'accord. Hein. Alors, je ne pense pas que ça aurait pris dans les années 80. Dans les années 80, on aurait fait autre chose. Ouais. Mais là, voilà. Merci Yann Charrier avec pour plaisir. ce 5e épisode et dernier pour l'instant, hein, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Là, j'ai rien prévu de plus. C'était, voilà, parler autour du Covid. Qu'est-ce qu'on nous a fait? Comment on l'a fait? Et là, c'était le pourquoi du comment. Ben justement, Yann, on est sorti du Covid et on a essayé d'expliquer le système, l'organisation qui a permis ce grand déploiement, dont on espère qu'il ne reviendra pas. Mais on est dubitatif. Hein. S'ils l'ont mis en place et que ça a marché, ils réessaieront d'une autre manière ou de la même. Mais qu'est-ce que tu en penses? Bien, la guerre pour le pouvoir n'est toujours pas terminée. Les dominants ont toujours une vision des dominés qui est la même, c'est-à-dire nous sommes des inutiles et moins on sera nombreux, plus il y aura d'air frais à respirer pour leurs propres enfants. C'est ce que dit la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. Moins il y aura de population et plus il y aura d'eau fraîche pour nos enfants. Voilà. Donc, si ce n'est pas le Covid qui revient, il y aura autre chose pour nous dominer toujours plus, restreindre notre zone d'incertitude jusqu'à ce qu'on soit enfermé dans des boîtes et complètement impuissant. Donc, pour ceux qui nous suivent, c'est le moment de se réveiller et de soutenir aussi des chercheurs, des intellectuels comme Yann Charrier. On va voir le lien, je pense. Et soutenir aussi les journalistes indépendants comme Kéros. Oui, nous soutenir aussi parce que vous comprendrez évidemment, beaucoup d'entre vous le comprennent déjà, mais
après ces 5 épisodes, on comprend évidemment que ceux dont on dénonce les pratiques ne nous apprécient pas vraiment. Et donc font tout pour nous détruire et nous faire taire et nous censurer. Ils attendent ça impatiemment, que nous n'existions plus. Donc il faut absolument nous soutenir. Voilà, vous comprendrez pourquoi. Et ceux qui ne comprennent pas, ça va être compliqué de leur faire comprendre. Mais merci Yann Charrier. De toute façon, on continue Avec la plaisir. collaboration. Je rappelle aussi que Kéros est un journal, beaucoup de gens ne le savent pas encore, et qu'on avait mis d'ailleurs la République française sur le grill cette fois-là, dans le dernier numéro. C'est un bimestriel qui sort tous les 2 mois. Le prochain sera disponible vers la mi-novembre, et les Français peuvent s'abonner aussi. Voilà, un outil pour réfléchir, pour débattre, pour échanger, ce qui manque énormément dans nos sociétés. Mille merci Yann, et à très bientôt. Merci Alexandre, merci toute l'équipe. À bientôt. Merci à tous ceux qui nous suivent, merci à Tanguy qui est à la technique, et on lâche rien.